En Israël, il y a des gens qu'on a envie d'embrasser. Vous vous demandez de qui il s'agit? Restez avec nous, c'est dans Sofa So Good de cette semaine. Et tout de suite, le sommaire pour ce deuxième numéro de Sofa So Good. On parlera d'Israël qui s'est illustré cette semaine dans les colonnes du Newsweek et au Honduras. Promis, on vous dira tout. On parlera aussi des skippers au grand cœur qui offrent des sorties en mer. C'est seulement si vous êtes soldat. Vous l'avez juré, cette année, vous ne mangerez plus de beignets, en tout cas pas trop. Ça tombe bien. On va faire des crumbles. Ce sera avec Sophie Deli de Hod HaSharon qui a été illustrée dans le Haaretz de cette semaine. Faites attention, ça sera encore plus diabolique que les soufs-gagnottes. Et si les salles de concert sont fermées, eh bien dans Sofa So Good, promis, on ne se laisse pas abattre. On ira faire un tour avec Guy Mintus, cet Israélien qui a partagé la scène avec des grandes pointures du jazz, des légendes, on peut le dire, qui compose pour les orchestres classiques, qui collabore avec des maîtres de la musique traditionnelle. On découvrira un petit extrait de son 3e album. Et puis bien sûr, il y aura un petit zapping comme chaque semaine et une Alia Story. Alors là, elle est incroyable. C'est une fille qui travaille dans un fonds d'investissement, qui joue au rugby à Tel Aviv et qui a vécu en Sibérie. Rien que ça. Alors si vous en avez ras-le-bol de l'amorosité ambiante, c'est Hanouka, ne l'oubliez pas, on se détend. C'est l'heure de Sofa So Good. Et pour la deuxième année consécutive, Newsweek s'est associé à la Société mondiale de recherche des données Statista pour classer les 100 meilleurs hôpitaux au monde. Un classement qui porte sur 121 pays. Et oh, belle surprise pour Israël, non pas un, mais 2 hôpitaux israéliens qui font partie de ce classement. Alors bravo à l'hôpital Sheba qui prend la 9e place et à l'hôpital Ichilov qui se classe en 34e position. Les classements sont très sérieux, ils sont basés sur des recommandations des professionnels de la santé, sur des études faites auprès des patients et aussi bien sûr sur les indicateurs de performance médicale. On est très 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 content pour Israël. Sauver des vies, notre mission de Tsahal. Si vous avez suivi l'actualité cette semaine, vous le savez, depuis un mois, le Honduras a été touché de plein fouet par 2 ouragans, Eta et Lota. Tsahal est parti au secours des populations civiles pour les aider à reconstruire leurs infrastructures, mais pas seulement. Une soldate, on le voit sur ces images, a été présente pour aider à accoucher une maman. Elle s'occupe depuis 8 jours de son petit dernier. On est très fiers aussi d'avoir vu le drapeau d'Israël sur le tarmac du Honduras. Bien sûr, vous le savez, le Honduras est un pays ami d'Israël. Le Honduras a été le premier à vouloir transférer son ambassade à Jérusalem. Et après ce petit voyage virtuel, retour à la maison avec une pub israélienne pour du chocolat. Bon, pour le coup, c'est pas tellement le chocolat qui nous intéresse ici, mais plutôt le message qui est véhiculé dans cette publicité. Alors évidemment, elle est en hébreu, pas de souci, on a traduit. הנה שיר קטן על אנשים שעושים פה קצת מתוק. הליצן הרפואי שניפח פודל לילדים, ההוא שלא לוקח כסף מחבר'ה על מדים, זאת שהחזיקה את המעלית, ההוא שהסביר לו תייר באנגלית, והג'ינג'י שהזהיר יש כריש ברדודים. יש פה תבואה של אנשים, ההוא בסופר שנתן על הקוף, אלה שאוספים את הזבל מהחוף, אימצתי את הפינצ'ר, שכחת את הווינגר, והבטוקה שהחידה לי אתמול ברק של עוף, מתנדבות עדיבים, לארג'יות רגישים, תכלס יש פה תבואה של אנשים, יש פה תבואה של אנשים. Eh bien, je vous l'avais bien dit qu'il y avait des gens qu'on avait envie d'embrasser ici, et puis ça tombe bien, parce qu'on va continuer avec le bon plan de la semaine. Lui aussi, promis, vous allez avoir envie de l'embrasser. Laurent Carat est un pro du monde du high-tech, mais c'est aussi un passionné de la mer. Il est arrivé en Israël en 1988 et il a eu le temps, bien sûr, de naviguer. Aujourd'hui, il est devenu skipper et il a décidé d'offrir du bon temps aux soldats et soldates seuls en Israël. Restez avec nous, on va tout de suite le retrouver sur son bateau pour voir comment tout ça s'organise. Laurent Carat, salut, comment ça va? Bonjour. Je vois que tu n'es pas tout seul, Laurent.
Non, effectivement, je suis avec mon fils Elias. Alors, Et en fait, il m'aide dans le cadre de l'association Naviel. Alors Naviel, c'est une association que tu as créée parce que tu es skipper et tu as voulu sortir en fait avec des soldats et soldates seuls, et je crois que c'est à cause d'Elias tout ça. Et oui, c'est grâce à Elias, effectivement, parce que comme il était Golani, en fait, il rentrait le week-end et c'était pas toujours évident. Et puis on s'est aperçu que une petite sortie en mer de quelques heures, ça le calmait. C'était une véritable thérapie et ça permettait de décompresser. Donc, étant régulièrement en contact avec des bodédimes à la maison, on s'est dit pourquoi ne pas généraliser et l'offrir à d'autres personnes. Alors, toi, tu es skipper, tu as décidé d'offrir de ton temps pour donner en fait du bien-être aux soldats, mais vous êtes plusieurs, je crois, dans l'association. Oui, tout à fait. Je suis avec d'autres skippers, amis, qui sont également membres du club chez nous et qui m'aident à effectuer les sorties des bodédimes. Donc, on est plusieurs skippers bénévoles. Alors, comment ça se passe? Est-ce que y a des listes d'attente? Est-ce que ça a pris auprès des soldats, Elias? Oui, alors moi déjà, je suis toute mon organisation c'est sur la logistique, sur contacter les gens. Il faut toujours parler avec il y a beaucoup d'organisations qui aident à des bodédimes, à des jeunes qui sont sans leur famille, et du coup chaque fois j'ai besoin de contacter. Genre, il faut s'adapter vers leur sortie, parce que si c'est des khayalim, alors des fois c'est pas toujours facile, et des fois il y a des étudiants, c'est plus facile, mais à la fin il faut toujours parler, appeler et voir comment on peut organiser une sortie. Mais à la fin, ça se concret et on réussit à peu près. Pour l'instant, on en a fait 2, mais c'est sorti tous les 10 jours et c'est très très bien passé. C'est tout nouveau, évidemment. Vous avez commencé ensemble il y a quelques semaines. Comment ça se passe une sortie en mer? Combien vous êtes sur le bateau? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on écoute de la musique? On est 6, on prend des groupes. D'abord, on a commencé déjà au mois de juin. On a dû arrêter à cause de la corona, comme tout le monde, donc c'était plus possible de sortir. On a fait quelques sorties, là on est ressorti de nouveau. Ce qu'on fait avec Elias, c'est qu'on organise des groupes. Il y a effectivement déjà des listes d'attente, des groupes d'à peu près 6 bodédimes ou bodédotes d'ailleurs. L'idée donc c'est de leur faire découvrir un petit peu la mer, de participer également aux manœuvres pour ceux qui veulent, et puis aux voiles leur expliquer un petit peu comment ça fonctionne, prendre la barre, et puis on organise aussi une petite collation en fait avec quelques boissons et des petites choses à manger comme ça. Et voilà, donc l'idée étant de passer un petit peu de bon temps, de discuter un petit peu ensemble et de faire connaissance, et puis même entre eux aussi faire connaissance, parce que dans les groupes, c'est pas des groupes qui sont formés, donc ils se connaissent pas forcément non plus. Et il y a des fois c'est intéressant, il y a une personne qui peut finir la tsava, une autre qui va rentrer, ils obtiennent des conseils l'un l'autre, et donc ça permet comme ça d'avancer par rapport à leur projet chacun. Pourquoi avoir choisi d'aller offrir du bon temps et de balader les soldats seuls? Pourquoi pas d'autres personnes? Déjà parce que étant Olé Khadash, maintenant Vatik, mais on va dire Olé Khadash, il y a déjà une fibre, une corde sensible qui permet d'avoir envie d'aider d'autres personnes, parce que je pense qu'on on doit tous être solidaires les uns des autres, donc c'est important d'aider, même si nous on a réussi à passer le cap, donc d'aider d'autres personnes qui font leur alia, encore plus pour les bodédimes, puisqu'ils sont seuls, donc ils n'ont aujourd'hui, quand tout le monde part en permission, ils sont tout seuls, ils restent entre eux, ils n'ont pas leur famille, ils n'ont pas la logistique qui va autour. Il y a pas mal d'organisations déjà qui les aident, mais nous on s'est dit qu'on voulait plus les aider en leur offrant du kef, c'est-à-dire qu'en leur faisant plaisir, en s'occupant d'eux un petit peu comme des parents, et donc leur offrir une sortie en mer. Bon là c'est du kef, c'est du luxe en plus. Ça coûte cher, j'imagine, une sortie en mer comme ça. Pour tout te dire, Cathy, une sortie en mer, ça coûte à peu près, ça nous coûte environ 200 € pour une sortie, donc de 3 heures. Quand on arrive à faire 2 groupes avec 2 fois 6 bodédimes, on est content parce que c'est pas si cher que ça. Et par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, ayant des listes d'attente, on a besoin d'aide. Il faut qu'on accélère et on peut pas tout financer nous-mêmes, quoi. Ok, alors il faut bien préciser que c'est du temps gratuit pour les soldats. C'est vraiment un plaisir qui est offert par Naviel, par votre organisation. On voulait vous dire bravo, chapeau, vous mettre un petit peu en lumière. Peut-être, on ne sait pas, que certains vont se manifester pour vous aider, tout simplement. Ce serait bien, non? On aimerait bien, effectivement. Ce qu'on a prévu, c'est un système de parrainage pour être complètement transparent, parce que je sais que les gens sont souvent sollicités par beaucoup d'associations. Nous, ce qu'on propose, c'est un système de parrainage où si une personne veut financer une sortie, à ce moment-là, il peut venir avec nous.
Donc tout est parfaitement transparent. Il peut même profiter de la sortie en mer. Donc ça, c'est un premier niveau. Le deuxième, s'il y a d'autres personnes qui veulent plus sponsoriser ou nous financer en tant qu'investisseurs, nous sommes également ouverts à tout type de propositions. C'est ce que nous avons fait par exemple avec le club dont je fais partie, le club Tachout, puisque eux-mêmes, quand on achète des heures de sortie, ils nous en offrent une partie aussi. Sympa. Donc tout le monde participe en fait, c'est ça? Tout le monde Exactement. En fait, le monde de la mer, c'est un monde très sympathique avec beaucoup d'entraide. Et puis quand on aime quelque chose, quand on aime la mer, on a envie de faire partager. Et donc c'est pour ça que ce projet aussi, il est né de là, de cet amour de la mer et l'amour des Bodédim, l'amour d'Israël, et donc de faire partager tout ça, parce que on peut aussi découvrir les côtes d'Israël, c'est magnifique. Donc à travers la mer, on découvre aussi Israël. Juste en savoir un tout petit peu plus sur le bateau où vous êtes là. Vous nous parlez de quel bateau? C'est un voilier? Alors effectivement, c'est des voiliers qui sont des habitables, ce qu'on appelle un voilier habitable, de 14 mètres. Il y a 3 cabines en général à l'intérieur, donc ils sont insubmersibles. Ils ne chavirent pas, ils peuvent pencher fortement s'il y a beaucoup de vent, mais c'est des bateaux qui ne chavirent pas. On ne se mouille pas normalement sur un bateau comme celui-ci. Donc voilà. Est-ce que vous avez prévu des petits sacs ou des petites solutions pour ceux qui ont le mal de mer et qui vont probablement vomir? Alors effectivement, ça arrive. Donc déjà, on évite de sortir dès qu'il y a trop de vagues, on va dire. Donc c'est la première disposition qu'on prend. Et puis également, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des sorties plus courtes. Donc on fait des sorties de l'ordre sur 3 heures. On fait 2 fois 1h30 avec 2 groupes différents. Et on s'est aperçu que comme ça, ça passe mieux, quoi. Ça passe mieux. Bon, en tout cas, c'est vraiment une chouette idée. Bravo. À bientôt. Et cette semaine, le zapping du studio Qualita, on montrera quelques extraits des artistes parce qu'ils comptent, ils souffrent et nous sommes là pour les aider. On parlera aussi de Biden et de l'Iran. Si vous aimez le Betar Yerushalayim, regardez, vous allez être surpris. Il y a certaines choses qui ont un peu repris. Khili Tropper a expliqué, notre ministre de la Culture, que effectivement les tournages avaient pu reprendre, que certaines écoles de théâtre avaient pu reprendre, mais pour tous les gens qui travaillent sur scène et dans les coulisses, c'est une catastrophe. Personne ne travaille et on a l'impression qu'on nous a coupé les ailes. Et ce chèque Khalifa va apporter ce qui manque au Betar Yerushalayim, c'est-à-dire des moyens pour se renforcer de joueurs de grande qualité. Donc c'est une super bonne nouvelle. Et pour moi, les supporters, je peux te garantir qu'ils vont être super contents. Et c'est comme ça le football. Donc l'Iran est très affaibli par les sanctions américaines, par le coronavirus, par les frappes israéliennes auxquelles l'Iran est incapable de répondre depuis des mois, voire des années, sur les bases iraniennes en Syrie. Et par cette élimination d'un de ses leaders, d'un des chefs, des gardiens de la révolution. Donc, chaque pays aura d'abord comme préoccupation des préoccupations internes, et la question d'un nouvel accord sur le nucléaire, de ce point de vue-là, n'est pas à l'ordre du jour dans les prochains mois. En l'occurrence, ce qui est important dans le cas qui nous importe, c'est pas l'origine, c'est de voir la vulnérabilité en fait d'une société d'assurance comme Shabit, qui est très importante, qui abrite, faut le rappeler, en fait des clients qui sont des fonctionnaires d'État et dans lequel en fait des informations confidentielles ont été extraites, c'est-à-dire nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, numéro d'identité et pathologie pour certains. Donc c'est des informations qui sont vraiment sensibles. Qu'est-ce qu'il dit, ce fameux professeur du bonheur qui s'appelle Talber Shahar? Il dit que la révolution, c'est pas de tout changer d'un coup, mais d'y aller dans une démarche qui permet d'installer une certaine autodiscipline qui est nécessaire et qui permet un changement de manière progressive. Alors, en mettant en place quoi? Des rituels qu'on va respecter, qui peuvent s'appliquer à tous les domaines de la vie. Il s'appelle Guy Mintus, il est pianiste, auteur, compositeur, il chante. C'est un ancien élève du collège de Berkeley, si vous connaissez, et également de l'école de musique de Manhattan. On est ravis de l'accueillir. Il vient de sortir un dernier album. Il est bien sûr israélien et c'est de Kfar Saba qu'il nous parle. Salut Guy Mintus. Shalom.
Hello, hi, shalom. On est vraiment super content de pouvoir parler de ton travail. Alors, quelle est ton actualité? אז הפרויקט האחרון שבדיוק יצא לאוויר העולם זה אלבום חדש של השלישייה שלי. האלבום הזה נקרא A Gershwin Playground, יצא בלייבל בשם אניה, והאלבום הוא כל כולו בעצם אינטרפטציה חדשה ואישית למוזיקה של המלחין היהודי-אמריקאי ג'ורג' גרשווין. Alors, on dit de toi que tu es un ovni, que lorsqu'on tu joues du piano, on entend un canon turc, on entend aussi une guitare flamenco. Bref, tu mélanges le son et les ambiances, et c'est ça qui fait ta spécificité. נכון, אז כן, אני באמת בן אדם סקרן כנראה, ובמהלך הדרך שלי במוזיקה יצא לי לחקור ולעבוד עם מוזיקאים שונים ותרבויות שונות. והרבה מהתרבויות האלה באמת חיפשתי איך אפשר להביא אותן לפסנתר. ובמשך השנים ככה כתבתי יצירות שמשתמשות בכל מיני אלמנטים והשראות והשפעות. והאתגר של האלבום הזה היה בעצם להביא את כל העולם הזה, את כל הסאונד הזה שפיתחתי באמצעות החקירה לתוך העולם של גרשווין, ולספר את הסיפור של גרשווין ושל השירים של גרשווין דרך הקול שלי. ולעשות את זה בצורה הכי אותנטית שאני יכול. Alors, puisque tu es à côté de ton piano, puisque voilà, bah, tu as ton micro, tout est prêt, est-ce qu'on peut entendre un petit bout de cet album? בטח, בשמחה רבה. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich, and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing, and you'll spread your wings, and you'll take to the sky. But till that morning, there ain't nothing can harm you. Was Daddy and Mommy standing by?
Guy, c'est extra. Franchement, on comprend comment tu as été choisi pour avoir le prix au Festival de Jazz de Montreux en 2016. On est vraiment, on n'est pas surpris. C'est magnifique. Comment tout ça a commencé pour toi? Comme les petits enfants qui vont prendre des cours au conservatoire à כפר סבא, par exemple? האמת שלמעשה גדלתי בהוד השרון, שזה אומנם קרוב לכפר סבא, אבל עיר אחרת. זה התחיל בזה שפשוט הייתה מנגינה ברדיו שנורא אהבתי, אולי אתם מכירים, של השיר הזה. ואמא שלי עזרה לי למצוא אותה על הפסנתר, ממש באצבע אחת כזה. וכל פעם שראיתי פסנתר, ניגשתי אליו והתחלתי לנגן את המנגינה הזאת. וככה באמת זה כבר קרה כל כך הרבה פעמים, בכל כך הרבה סיטואציות שההורים שלי הבינו, טוב, אולי נשלח אותו ללמוד זה גם. ואז ככה התחלתי ללמוד על אורגנית, המורה שלי קראו לו אייזיק, והוא היה לי הרבה מזל, כי הוא לא קבל אותי או ניתב אותי למסלול מסוים, או רק קלאסי, או רק זה, הוא פשוט נתן לי מגוון, נתן לי לבחור, והוא נתן לי כזה באמת הרבה השראות שונות והשפעות שונות, אז אולי כבר שם זה התחיל, אפשר להגיד. Alors, est-ce que c'est un avantage d'être israélien dans ce monde de la musique? Est-ce que ça te donne un plus par rapport aux autres? לא יודע אם זה נוסף או פחות, זה לא עניין כל כך של פחות או יותר, זה פשוט שונה, ואני חושב להיות ישראלי ולגדול במדינת ישראל, במקום עם כל כך הרבה תרבויות, ואני בעצמי מגיע השורשים שלי הם בעיראק, מרוקו ופולין, אז באמת זה מקום מאוד מיוחד, והרבה דברים שקיבלתי מזה כמובן, וההשפעות שספגתי, אז כן, אני מאוד גאה בזה ומאוד מוקיר על זה. בהחלט. On dit de toi que tu es citoyen du monde, tu es parti au Brésil, tu as joué dans différents pays, tu as étudié à New York, à Berkeley évidemment. Ça continue d'influencer ton travail? מאוד משפיע, בהחלט. למשל שהייתי בהודו, אז הייתי שם בסיבוב הופעות של כמעט חודש. 6 ערים שונות עם הרכב של מוזיקאים הודים, ואני הייתי המעבד המוזיקלי של ההרכב הזה, אז באמת נכנסתי למטריאל, לחומרים בצורה מאוד עמוקה, וזה מאוד השפיע עליי. ופשוט כל הזמן ניסיתי לפגוש שם המוזיקאים וללמוד ולשאול אותם שאלות, אז זה בהחלט, כן, ואחר כך הקלטתי באלבום הבא של השלישייה שלי, שהיה, זה האלבום השני בעצם, אז הקלטתי בתוך אחד הקטעים איזושהי קומפוזיציה שלמדתי שם. וככה זה באמת עם כל מקום, אני נורא אוהב לבוא במגע עם האנשים ולנגן, להחליף exchange, כאילו באמת כל הזמן של מוזיקה, של תרבות, של אוכל, אז זה באמת ככה חלק מהעניין. Alors pour ceux qui te connaissent, on sait que les concerts auxquels on assiste peuvent être électriques, il y a une ambiance de fou dans la salle, et ça vient de quoi? Ça vient de toi? Ça vient d'une alchimie qu'il y a entre les musiciens qui jouent dans l'orchestre? בהחלט, החיבור עם המוזיקאים שאיתי על הבמה הוא נורא נורא חשוב, זה משהו שכאילו באמת זה משם הרבה ממה שקורה על הבמה נשאב, בין אם זה עם הטריו שלי, שאנחנו באמת מבלים המון זמן לבנות את החיבור הזה, ולבנות אותו בג'אז, במוזיקה מאולתרת. הרבה מהדברים באמת קורים במקום, וכמה שיכולים להיות עיבודים ותכנונים ושירים, הקסם האמיתי זה מה שקורה באותו הרגע. ולפעמים גם זה כשאתה מנגן עם עצמך, להיות מחובר לעצמך, שזה גם נורא חשוב. אז כן, בהחלט, למשל עם התזמורת ירושלים, מזרח ומערב, זה תזמורת שכבר יש לי את הקשר מאוד מאוד אישי, וממש עם כל אחד ואחד מהחברים בה, זה כמו איזה מין משפחה כזאת, שכל פעם שנפגשים. והבונד הזה, הקרבה הזאת, היא מתבטאת בסוף במוזיקה, בהחלט. Ok, alors tu as 29 ans, tu sors ton 3e album où là tu te consacres à revisiter les standards de jazz comme on a écouté Summertime. Est-ce que tu as d'autres projets? Comment tu vis en ce moment? Qu'est-ce que tu fais puisque voilà, c'est un peu compliqué de se produire dans une salle, évidemment dans un concert. בטח, אז קודם כל אני עובד כרגע על אלבום של מוזיקה ישראלית, אלבום סולו, סולו פסנתר, שירים ישראלים קלאסיקות. שזה נורא כיף.
והדבר שני שכרגע ככה מתפתח בכלל, בכל תקופת הקורונה יצא לי לעשות המון פעילויות והמון דברים באינטרנט, אונליין, דרך הדף פייסבוק שלי והאינסטגרם, וככה נוצרה איזו קהילה נחמדה סביב הדבר הזה, שהולכים ביחד, וזה נורא כיף. והדבר הכי חדש שממש ככה הולך לצאת בקרוב, שכבר יצא בעצם, יקרה ב-16 לדצמבר, סליחה, זה תוכנית שמשלבת מוזיקה, בישול וקהילה. זאת אומרת, אנשים גם מבשלים ביחד, גם כל אחד בבית שלו אמנם, אבל ביחד באותו זמן. דרך זום, זאת אומרת. דרך זום, גם מקבלים קונצרט ביחד, וגם משתפים את זה, זאת אומרת, מחליפים מתכונים, מצלמים את מה שיצא להם, וזה, עושים לחיים ביחד, איזה מין ערב כזה, שבאמת חוויה כזאת משותפת, שמשלבת את שלושת הדברים. אז זה נקרא Cooking Date, זה נמצא בפייסבוק, באינסטגרם, אז מוזמנים מאוד לעקוב. Alors, on sera tous ensemble pour le Cooking Date. On peut bien sûr acheter ton dernier album. Mais moi, tu m'as parlé d'un projet qui m'intrigue, de la musique israélienne. On l'adore sur Studio Kalita. On va finir peut-être avec un morceau de de cette musique israélienne que tu aimes tant, que tu portes depuis ta jeunesse. בטח. תודה רבה. אני גם שמח מאוד להיות פה. Et vous le savez, dans Sofage So Good, nous avons pris l'habitude de vous présenter des chefs israéliens ou des chefs français. Cette fois-ci, elle a les deux casquettes. Elle s'appelle Sophie Deli, elle a une boutique à Hod HaSharon et sa spécialité, ce sont les gâteaux sans gluten. On est super fiers de vous la présenter cette semaine parce qu'elle a été distinguée dans le Haaretz et elle a obtenu 9,5% beignets chocolat blanc framboise. Elle est avec nous. Regardez-moi ça. Bonjour Sophie. Bonjour. On est super content de vous avoir. Alors, c'est la classe quand même d'être distingué par le Haaretz. C'est vraiment très agréable. Alors, comment ça s'est passé ? Comment vous avez été choisi ? Je ne sais pas comment on a été choisi. Ils nous ont contactés pour qu'on leur envoie des soukagnottes pour les goûter. Et donc, mon mari est parti à Tel Aviv et il leur a apporté des soukagnottes. Et il a retrouvé le journaliste qui avait une centaine de cartons de soukagnottes dans les mains. Et ils ont fait la dégustation dans leurs journaux. Ouais, donc ça met un petit peu la pression. Donc vous avez été choisi. Je crois que vous avez une chouette note. On l'a dit, 9,5, c'est génial. Alors c'est vrai que c'est Hanouka, c'est vrai que vous faites des super bons beignets, mais nous on a eu envie de profiter de vos talents pour faire un truc sympa chez nous à la maison avec les enfants. Alors je crois que vous nous avez concocté une petite recette. Tout à fait. Les crumbles, c'est vraiment le truc de l'hiver qui est sympa à faire avec les enfants, qu'on peut faire et halavi et parvé avec facilité. Et surtout, c'est vraiment authentique comme dessert. C'est pas du tout ce qu'on trouve au supermarché. Ça n'a aucun rapport. Bon, alors, c'est pas les crumbles dégueux. Voilà. Toujours, c'est authentique.
Il n'y a pas de colorant, il n'y a rien du tout. Alors par contre, je sais que vous avez, on va voir la recette, parce que vous nous avez fait un petit film, donc on va regarder tout de suite comment on fait ça à la maison. Ça prend du temps ou pas? Ça prend du temps, faut rester les yeux dessus, mais c'est assez rapide à exécuter. C'est facile. Il faut les laisser reposer un petit peu, mais c'est assez rapide à exécuter. Vraiment, c'est une recette que tout le monde peut faire à la maison et que les enfants, ils adorent préparer et qu'on peut vraiment faire au goût de chacun. Ok, alors il y a un petit biscuit dans votre crumble. On sait pas trop de quoi c'est fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus maintenant qu'on est toutes les deux? Ah, moi, c'était mes cookies en fait. C'est les cookies que je vends dans mon magasin. Je fais aussi des sablés bretons. Ça dépend de mon humeur du jour, mais vraiment, dans les sablés bretons, c'est une pâte sablée où dedans il y a de la levure chimique, donc et du beurre et des jaunes d'œufs. Et le cookies, c'est notre recette qu'on vend en magasin, que j'ai mis énormément de temps avant de trouver, parce que mon magasin est sans gluten. Et donc, c'était très, très compliqué de trouver la recette des cookies qui était parfaite, sans gluten, et qu'on sente vraiment aucune différence. Donc Sophie, on a l'eau à la bouche, on va regarder tout de suite la recette. Pour faire des crumbles, il nous faudra 300 g de sucre, du chocolat, 180 g de blanc d'œuf et 12 sablés, cookies, biscuits, ce que vous voulez. Donc là, je vais chauffer mon mélange blanc d'œuf et sucre sur feu vraiment très faible afin d'obtenir un mélange translucide. Donc là, j'ai fouetté pendant 3 bonnes minutes sur feu très doux. Et là, on voit qu'on a un mélange bien sirupeux, que le sucre s'est dissous dans les blancs d'œufs. J'ai versé ma meringue chauffée dans le bol de mon mixeur. Et maintenant, je vais monter tout ça jusqu'à ce que le mélange refroidisse. Ma meringue a bien épaissi. Le mélange a refroidi. Je vais pouvoir maintenant, à l'aide d'une poche et d'une douille, pocher mes crumbles sur mes cookies. Donc maintenant, on va pocher. On presse dessus pour avoir la forme de notre crumble. On peut parfumer à ce qu'on veut notre meringue. À la vanille, on peut rajouter dedans de la vanille, de l'extrait de café, de la rame de fraise. Vraiment, on peut laisser parler son imagination. Et une fois que j'aurai rempli toute la plaque, je vais mettre ma plaque au congélateur pour une bonne heure afin que mes crumbles figent et pour pouvoir les recouvrir de chocolat fondu. Boker Tov. Alors, j'ai laissé mes crumbles au frais une petite heure pour qu'ils durcissent. Et maintenant, je les recouvre de chocolat fondu. Et voilà. Et voilà nos crumbles. Je vais finir la plaque et je vous souhaite un bon appétit. Alors Sophie, si on a envie de goûter les merveilles, on vous a vu à l'œuvre pour le coup, on est convaincus. On fait comment? On vient tout de suite vous voir au magasin? Avec plaisir, on vous attend. On est à Oda Sharon, à Sokolov 10. Ok, eh bien, Beatzlacha, bravo, encore un bel exemple d'intégration. À bientôt, ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est nous. Laure Salama, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez d'arriver il y a 1 an tout juste. Qu'est-ce qui a motivé votre décision? Tout simplement, j'ai toujours voulu faire l'Alia.
Et c'était pour moi le bon timing. Alors certes, j'avais pas anticipé le corona, mais c'était le timing que je voulais pour pouvoir faire mon alia, c'est-à-dire après les études, après un peu d'expérience en France, et arriver à un âge où c'est plus facile de s'intégrer en Israël. Vous comptiez donc capitaliser sur votre expérience. C'était important pour vous de ne pas venir après le bac, par exemple? Disons c'est vraiment deux possibilités. Donc, soit après le bac, et c'est vrai qu'on vit l'armée, et on vit une vie étudiante israélienne, soit on est en France et on fait donc un parcours classique. C'est juste que d'un point de vue opportunité, j'avais des opportunités qui étaient confirmées en France, classe préparatoire, grande école, sur lesquelles j'ai voulu capitaliser puisqu'elles étaient à ma portée, tandis qu'en Israël, c'était un peu l'inconnu. Donc vous avez préféré rester en France, faire les grandes écoles, ensuite commencer à travailler. Alors vous parlez d'un parcours classique, mais quand même, vous avez pas mal voyagé. Vous avez même été faire un MBA au Japon. C'est pas tout à fait classique, ça, non? C'est pas courant. Vous avez aussi vécu en Sibérie. Alors c'était à quelle occasion, la Sibérie? Alors, la Sibérie, c'était en stage d'école de commerce, donc en stage de fin d'année pendant 3 mois. Donc, j'ai fait un projet multiculturel sur lequel on a créé le guide touristique avec une équipe donc de 11 personnes de 9 nationalités, jumelée à une équipe de 11 Russes de l'université de Krasnoyarsk, donc en Sibérie. Mais c'est incroyable. Donc vous avez écrit un guide touristique pour expliquer aux Russes qu'est-ce qu'était que la région de la Sibérie. Est-ce que toute cette expérience folle vous a aidé à mieux apprendre votre alien? Oui, tout à fait, puisque ça m'a permis de comprendre ce qu'est vivre à l'étranger et surtout de ne pas attendre à ce que ce soit comme en France et d'avoir entre guillemets les yeux grands ouverts sur l'aspect multiculturel, ou les différences culturelles entre les pays et la façon de voir les différents sujets. C'est-à-dire pas de point de repère, on ne fait pas de comparaison avec ce qu'on a vécu en France, c'est ça l'une des clés de l'intégration? Disons qu'on compare toujours, ça c'est sûr, mais si on a des yeux grands ouverts sur le fait que on n'est pas chez nous, première chose, et que il y a différentes façons de fonctionner et on peut voir on peut s'adapter à différentes façons de fonctionner, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que si on attend à ce que ce soit exactement comme en France, forcément, ça ne va pas marcher. Tandis que si on prend les choses telles qu'elles sont dans d'autres pays et on les comprend et on s'y adapte, ça ira beaucoup mieux, en fait. Bon, alors c'est un petit peu compliqué de se mettre à votre place, j'imagine. Vous dites on n'est pas chez nous et pourtant vous avez tout lâché pour recommencer une nouvelle ville chez vous. Mais quelque part, vous n'y êtes pas encore. C'est ça, si je vous suis bien? Alors, c'est difficile à expliciter, mais c'est vrai qu'on est, ici, on fait sa propre maison et on est chez nous, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas en France, donc les façons de fonctionner sont différentes. Les façons de réagir, la culture, elle est quand même pas exactement la même que celle qu'on peut nous avoir en France. Il faut juste s'adapter, prendre les choses telles qu'elles sont et les incorporer pour pouvoir s'adapter. Bon, alors par contre, pour vous adapter, vous n'avez pas lésiné, vous avez accepté d'oublier que vous êtes une senior dans votre domaine professionnel et vous avez postulé pour des postes où vous êtes clairement surqualifié. Pour m'intégrer niveau professionnellement, j'ai postulé à des postes de junior dans un domaine qui était plus élargi que le mien, parce que je travaillais en banque. Et ici, je n'ai pas postulé en banque, j'ai postulé sur différents... À cause de l'hébreu ? À cause de l'hébreu et certification en bancaire que je n'avais pas ici. Donc, Alors, expliquez-nous qu'est-ce que vous avez choisi comme domaine d'activité. Donc, je travaille dans un fonds d'investissement, dans un fonds d'investissement responsable, et dans un poste de junior, sur lequel donc, j'avais un avantage compétitif à la candidature, puisque en postulant en junior, en ayant 5 ans d'expérience professionnelle, c'est quand même un avantage compétitif à une personne qui certes locale, sort d'école, mais qui n'a aucune expérience professionnelle. Alors, il y a beaucoup de francophones qui montent en Israël, mais qui n'arrivent pas à renoncer à certains avantages, à leurs compétences, leur expérience. Vous, apparemment, ça ne vous a pas posé de problème. Pourquoi ? Alors, d'une part, j'ai rien perdu de toutes mes expériences et de toutes mes compétences. Et au contraire, je grandis, puisque j'en apprends de nouvelles et je suis sur un domaine qui n'est pas exactement celui que j'avais en France. Donc, j'ai aucune prétention à être senior, sachant que j'ai tout à apprendre ici. Et le marché financier israélien, n'est pas le même que celui le marché français. Donc, j'ai tout à apprendre. Donc, je suis effectivement junior.
Alors vous êtes junior certes, mais vous avez quand même trouvé un job en plein corona, c'est un vrai cadeau ça. Vous avez été surprise ? Surprise, oui et non, puisque c'est ce que j'espérais. J'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé pour obtenir mon poste, donc c'est vrai que certes j'ai trouvé rapidement, mais j'ai postulé pendant 2 mois vraiment tous les jours. Hein, je passais 3 heures à chercher un travail par jour et j'ai fait tourner mon CV auprès de toutes les personnes que je connaissais dans le domaine ici pour pouvoir obtenir un poste. Bon, dites-nous, qu'est-ce qui vous a aidé ? Le fait que vous avez été assidu dans votre recherche d'emploi ou vos relations ? Je pense que c'est un tout. Voilà, donc c'est le fait d'avoir à la fois postulé par moi-même et par des connaissances. Donc ça m'a permis d'obtenir les premiers entretiens et de pouvoir confirmer tout simplement. Est-ce que vous avez souffert des confinements à répétition sans connaître beaucoup de monde en Israël ? Comment vous avez réussi à avoir une vie sociale ? C'est vrai que j'en ai assez souffert parce que c'était quand même pas facile. Enfin, je pense que c'était compliqué pour tout le monde. Hein. Mais j'ai réussi à me faire des connaissances à la fois via les différents ulpan que j'ai pu faire, mon travail et mon équipe de rugby de Tel Aviv. Quoi, vous faites vraiment partie de l'équipe féminine de rugby à Tel Aviv ? C'est marrant ça. Oui. C'est parce que vous venez de Toulouse que vous avez eu un crush sur le rugby ? Enfin, j'ai rencontré une personne qui en faisait partie, qui m'a proposé de joindre l'équipe, qui recrute d'ailleurs. Donc, si quelqu'un m'entend et souhaite faire du rugby, nous recrutons. Okay. Et donc, ça m'a permis de rencontrer des personnes locales et aussi des Olim, parce que l'équipe est composée aussi d'autres Olim. Bon, on m'a dit que vous étiez fan de Tel Aviv. Oui, c'est une ville qui est cosmopolite, qui est multiculturelle et je trouve ça assez incroyable. Vous aimez quoi en particulier ? Alors, hormis la plage, c'est le côté où le contact est assez facile avec toutes les personnes, en fait. Donc, c'est plus facile de rencontrer des personnes que par rapport à ce que je connaissais à Paris. C'est le côté... l'architecture, c'est vraiment un coup de cœur pour cette ville qui correspond en tout cas en tout point à ce que je cherchais. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux qui hésitent, qui sont toujours en France, au Luxembourg, en Suisse, en Belgique, bref, qui ne sont pas encore convaincus, qui ont peur de l'inconnu ? C'est de bien préparer son projet, c'est de savoir en fait qu'est-ce qu'on attend et pourquoi on souhaite s'installer en Israël, de ne pas avoir peur, de prendre les choses telles qu'elles sont et de ne pas trop planifier dans le sens aussi. La vie ne va pas s'organiser telle que prévu. Par exemple, moi, mon projet professionnel a évolué par rapport au travail que j'ai pu trouver. Et c'est pas grave, c'est au contraire une bonne chose puisque j'en apprends tous les jours et il faut juste faut voir les opportunités telles qu'elles sont. Alors, il faut savoir s'adapter, c'est ça un petit peu le message que nous donne Laure Salama. En tout cas, on espère que vous ferez comme les Israéliens, on sort du bureau, on prend son maillot, on va à la plage. Oui, c'est l'objectif. Merci beaucoup Laure Salama, on était vraiment ravis de vous accueillir et de fêter avec vous votre première année d'Alia, ou presque. C'était vraiment sympa de vous avoir. À bientôt. Et après toutes ces infos, on va finir avec les pages Instagram cette semaine. Alors évidemment, Hanouka est passé par là, Beignet, Toupi, Hanoukiot. Les hashtags n'en finissent plus, ils sont nombreux et il y en a pour tous les goûts. Et voici une petite sélection. Vous avez vu, si vous ne connaissez pas les dreidels, eh bien ce sont les toupies en yiddish. Il y a aussi bien sûr la possibilité de faire des Hanoukiot à la maison. Elles sont super belles et faciles à faire. Et voilà, Sofa
Sophage So Good, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte en musique cette fois avec la traditionnelle chanson des Maccabites. En attendant, bien évidemment, faites des choses qui vous font du bien. Faites-vous plaisir, respirez à fond et profitez du Sophage qui commence. Merci de votre fidélité. Salut, à la semaine prochaine. Newsfeed overload, we're over that, we're good to go. You know what? We're here to show up. Hey, so let's go.